Bruce Lee, the world-renowned martial artist and filmmaker, passed away just before midnight. Bruce Lee était le roi incontesté des arts martiaux, adulé par des milliers de fans à travers le monde. C'était un immense athlète, d'une rapidité fulgurante. C'était l'Albert Einstein des arts martiaux. Son incomparable talent et sa ténacité à toute épreuve l'ont propulsé au rang de star d'Hollywood. Bruce Lee ne laissait aucun obstacle lui barrer la route. Mais le 20 juillet 1973, il est mort dans des circonstances troubles après être tombé dans le coma au domicile de sa maîtresse. J'ai dit c'est pas possible. Le Bruce que je connaissais était en bonne santé, sportif, en excellente forme physique, et il est mort. La cause officielle du décès serait un édème cérébral causé par une réaction allergique à un antidouleur. Une conclusion qui depuis n'a cessé d'être contestée. C'est impossible que Bruce Lee ait été tué par la prise d'un seul comprimé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et 43 ans plus tard, les controverses autour des circonstances de sa mort alimentent encore des théories du complot, affirmant qu'il aurait été empoisonné par un adversaire ou assassiné par la mafia hongkongaise. C'est l'une des morts les plus mystérieuses de tous les temps. Et le verdict officiel est loin d'avoir fait l'unanimité. J'ai obtenu un accès exclusif au rapport d'autopsie de Bruce Lee, ainsi qu'au rapport d'enquête sur sa mort. Je vais me baser sur ces documents pour séparer le vrai du faux et établir enfin comment un homme en telle forme physique a pu mourir si subitement. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée internationale. Il dirige l'unité de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies, permettant d'étudier et de définir les causes de la mort de nombreuses personnes. Le docteur qui a pratiqué l'autopsie de Bruce Lee a conclu que sa mort avait été provoquée par un gonflement du cerveau ou édème cérébral. D'après l'enquête qui a suivi le décès de l'acteur, l'édème a été déclenché par une réaction allergique à un antidouleur que l'acteur avait pris pour soulager un mal de crâne. Mais comment cet homme, qui se définissait lui-même comme le plus fort au monde, a-t-il pu succomber suite à la prise d'un simple antidouleur? En me basant sur ces rapports médicaux, je vais découvrir ce qui est arrivé à Bruce Lee dans les dernières heures de sa vie, et ainsi pouvoir déterminer les véritables causes de sa mort. 20 juillet 1973, midi et demi, Hong Kong. 11 heures avant la mort de Bruce Lee. Bruce est dans son bureau. Il travaille sur un scénario. Il vient de terminer son premier film hollywoodien, Opération Dragon, qui devrait bientôt sortir et faire de lui une star internationale. La femme de Bruce, Linda, sort retrouver une amie. Ils se sont mariés 9 ans plus tôt. Très vite, ils ont eu un fils, Brandon, suivi 4 ans plus tard par une fille, Shannon. C'est la dernière fois que Linda voit son époux vivant. À seulement 32 ans, Bruce Lee avait connu un succès fulgurant. Il n'avait fallu que 4 ans au professeur d'arts martiaux de Los Angeles pour devenir la plus grande star de films d'action. Bruce Lee était un rêveur. Il répétait « Je vais aller à Hollywood, je vais devenir une star ». À l'époque, on ne s'était pas rendu compte qu'il était déterminé à réaliser ce rêve. Mais cette ambition dévorante a épuisé Bruce, aussi bien mentalement que physiquement. Bruce Lee était dur avec lui-même. Il voulait atteindre l'excellence dans les arts martiaux, mais aussi dans la production, la promotion, la réalisation. De toute ma vie, je n'ai rencontré personne d'autre capable d'une telle concentration. Chaque jour, il gardait son objectif en tête dans l'unique but de pouvoir réaliser son rêve. Cette photo montre Bruce Lee 12 semaines avant sa mort. Il est d'une extrême maigreur. D'après son dossier médical, il ne pesait que 56 kilos au moment de sa mort. Je ne sais pas encore si cette perte de poids était due à son rythme de travail éreintant ou s'il existait des causes sous-jacentes plus graves. Bruce est né le 27 novembre 1940 à San Francisco, alors que ses parents étaient en tournée avec l'Opéra de Hong Kong.
Les contacts de ses parents dans le milieu du cinéma lui ont permis de jouer dans pas moins de 20 films avant ses 18 ans. Bruce Lee était hyperactif, depuis toujours. Quand il était petit, on l'appelait la bougeotte, parce qu'il l'avait. Et ça a continué comme ça toute sa vie. Il était toujours en mouvement. Mais tout n'était pas joué d'avance pour le puissant roi du kung-fu. Il partait dans la vie avec de sacrés désavantages. Il était maigre, il avait une mauvaise vue, des problèmes de peau. À l'école, il avait été le souffre-douleur de ses camarades. On avait parfois l'impression qu'il boitait ou sautillait, mais en fait, il avait une jambe légèrement plus courte que l'autre. À 13 ans, Bruce Lee s'est fait tabasser dans une bagarre de rue. Il s'est alors tourné vers les arts martiaux pour apprendre à se défendre. Au cours des 10 années qui ont suivi, il a travaillé sans relâche. Puis, à 24 ans, il est repéré lors d'un tournoi d'arts martiaux aux États-Unis et invité à passer un bout d'essai. There was the finger jab, there was the punch, there was the back fist, and then low. Of course, then they use leg, straight at the groin, all come up. Sa maîtrise des arts martiaux et son charisme à l'écran lui ont permis de décrocher le rôle de Kato, valet et compagnon d'armes du Frelon Vert dans la série du même nom. Don't miss Bruce Lee in the Green Hornet. Mais la carrière de Bruce Lee ne décolle pas. La série Le Frelon Vert a été arrêtée et le rôle principal dans la série Kung Fu a été confié à un acteur blanc, David Carradine. Bruce pensait qu'il méritait ce rôle dans Kung Fu. Mais il ne l'a pas eu et ça a été un coup dur. Ça l'a détruit moralement. Mais le Dr Hunter a trouvé autre chose dans le dossier médical de Bruce Lee. Un élément qui pourrait expliquer pourquoi sa carrière était au point mort. Dans le dossier médical de Bruce Lee, je vois qu'en juin 1970, 3 ans avant sa mort, il avait souffert d'un glissement discal. Pour n'importe qui, une blessure de ce genre peut se révéler handicapante. Mais pour quelqu'un dont la carrière dépend de sa santé et de son activité physique, cela peut carrément avoir un impact sur toute sa vie. Poursuivant sa quête de la condition physique parfaite, Bruce s'entraînait sans relâche. Bruce était infatigable. Il travaillait 24 heures sur 24. Je crois qu'il s'entraînait même dans son sommeil. Bruce Lee faisait de la musculation, un exercice appelé Good Morning, qui consiste à se pencher et à se relever le dos droit en portant une charge très lourde. Il faut des épaules solides. C'est au cours de cet exercice qu'un glissement discal lui cause une atroce douleur. La colonne vertébrale est composée de vertèbres séparées par des disques qui servent à absorber les chocs. Ils sont faits de 2 couches, la couche interne est molle et gélatineuse, tandis que la couche externe est plus épaisse et plus solide. En cas de glissement discal, la couche interne traverse la couche externe, ce qui crée une pression sur les nerfs rachidiens et cause une très vive douleur. Les médecins ont annoncé à Bruce que sa blessure était si grave qu'il ne ferait plus jamais de kung-fu. Pour un professionnel des arts martiaux, une blessure peut avoir de lourdes conséquences. Son corps devait fonctionner comme un instrument parfaitement accordé. Cette blessure était donc un sérieux problème. Pour soigner sa blessure et atténuer sa douleur, j'ai découvert que Bruce Lee avait recours à un stéroïde, la cortisone. La cortisone est une hormone de synthèse imitant le cortisol, une hormone naturellement produite par les glandes surrénales en réponse au stress. Elle a des vertus à la fois anti-inflammatoires et antidouleurs. Quand on l'injecte directement dans la partie douloureuse, la cortisone supprime la réponse immunitaire, réduisant rapidement la source de la douleur et de l'inflammation. 6 mois plus tard, grâce à la cortisone et à des séances de kinésithérapie, Bruce, contrairement à ce qu'avaient prédit les médecins, reprend l'entraînement. Une telle blessure au dos aurait signé l'arrêt de la carrière de n'importe qui. Mais Bruce Lee avait une détermination sans faille. C'était un homme très indépendant, incapable de se résoudre à accepter ce coup du sort. Bruce Lee ne laissait aucun obstacle lui barrer la route. Je ne crois pas que le mal de dos de Bruce Lee ait causé sa mort,
Mais cette blessure met en lumière sa volonté de faire et sa détermination. Je dois continuer à étudier son dossier si je veux pouvoir établir la cause de sa mort. 15 heures, le 20 juillet 1973, Hong Kong. 8h30 avant la mort de Bruce Lee. Son partenaire financier, Raymond Chow, vient d'arriver pour parler de leur prochain projet. En 1971, quand la carrière de Bruce Lee s'est mise à stagner aux États-Unis, Bruce est rentré à Hong Kong où il tournait pour Raymond dans des productions à petit budget pour 7 500 $ par film. Les films faisaient un carton au box-office. Et 1 an après leur sortie, on a proposé à Bruce Lee le rôle principal dans Opération Dragon, un film hollywoodien qui allait faire de Bruce Lee une véritable star. J'ai trouvé une information particulièrement étonnante dans le dossier médical de Bruce Lee. En fait, il s'agit d'un secret jusque-là très bien gardé, qui pourrait m'aider à comprendre d'où venait la ténacité de cet homme remarquable. Il souffrait de cryptorchidie, c'est-à-dire qu'un de ses testicules n'était pas descendu. Cette malformation est souvent associée à une fertilité moindre, à un taux plus élevé de cancer du testicule et à des problèmes psychologiques survenant dans la vieillesse. Ça affectait sa virilité et lui donnait l'impression qu'il devait prouver qu'il était un homme. Cette sensation de ne pas être vraiment un homme s'est accentuée à ses 18 ans, quand il a été réformé de l'armée américaine à cause de cette malformation. Cela lui donnait sans doute l'impression de ne pas être comme tout le monde, en particulier concernant sa virilité. On peut d'ailleurs se demander si se dédier corps et âme aux arts martiaux n'était pas une façon de prouver sa virilité qu'il croyait menacée, et ainsi de l'imposer à la face du monde afin que nul ne l'ignore. À l'intérieur de ce corps assez peu prometteur, se développait une volonté de réussir que rien ne pouvait arrêter, et qui allait faire de lui le Bruce Lee que tout le monde connaît aujourd'hui. Je ne crois pas que sa mort soit liée à sa cryptorchidie. Mais cela me permet de mieux comprendre ce qui a pu le pousser à un entraînement aussi extrême. Par ailleurs, j'ai trouvé dans son dossier un élément qui pourrait m'aider à savoir ce qui s'est passé le soir de sa mort. 14h30, le 10 mai 1973, Hong Kong. 10 semaines avant la mort de Bruce Lee. Bruce fait la post-synchronisation d'Opération Dragon. C'est la dernière étape avant d'achever ce film qui lui a tant coûté, physiquement et mentalement. Bruce savait qu'Opération Dragon lancerait sa carrière à l'international. Et il avait très peur que quelque chose se passe mal. Il fait très chaud ce jour-là. Pendant l'enregistrement, un technicien coupe la climatisation qui fait trop de bruit. Bruce transpire à grosses gouttes. Tout à coup, Bruce s'effondre. Il semble faire une crise d'épilepsie. Le rapport indique qu'il est resté étendu au sol, tremblant et suant abondamment pendant plusieurs minutes. Bruce est évacué en urgence à l'hôpital le plus proche, qui n'est qu'à 3 km du studio. Les médecins luttent pour le ranimer. Bruce présentait tous les symptômes de l'édème cérébral ou gonflement du cerveau. Les médecins lui ont administré du mannitol afin de réduire la pression intracrânienne. Ce médicament déshydrate le corps, ainsi les fluides sont évacués du cerveau et le gonflement se réduit peu à peu. Une heure après l'injection, Bruce reprend connaissance. Une enquête est ouverte pour déterminer ce qui a causé cette attaque. On a alors découvert que Bruce Lee avait ingéré une dose considérable de cannabis. Cette découverte a mené le médecin qui a pratiqué l'autopsie à faire une déclaration controversée. Our diagnosis was that he had probably an overdose of this stuff. Had no medical attention had been available, he would have been dead. Je n'adhère pas du tout à cette théorie.
Il est presque impossible de faire une surdose de cannabis. Cependant, je vois que Bruce Lee avait consommé du cannabis le soir de sa mort, ce qui indique qu'il était probablement un consommateur régulier. Il était très tendu et il essayait de calmer son stress en mangeant du hashish. Quand il prenait du cannabis, il se calmait un peu. Ça lui rendait la vie plus facile. Il y a un paradoxe chez Bruce Lee. C'est un athlète d'une rapidité et d'une agilité incroyables, mais dans la vie de tous les jours, il a besoin d'une substance telle que la marijuana pour tenir en place. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de se détendre, mais c'est la façon la plus facile et la plus rapide, ce qui correspond assez bien au profil psychologique de Bruce Lee. J'ai besoin de me détendre tout de suite. Mais sa consommation de cannabis devait rester secrète. À l'époque, à Hong Kong, la consommation d'opium était relativement bien acceptée, mais fumer de la marijuana était mal vu. C'était considéré comme une mauvaise drogue, et sa consommation pouvait vous mener en prison. D'après l'autopsie, on a retrouvé seulement 0,5 mg de cannabis dans son estomac et 0,4 mg dans son petit intestin. Ce sont des quantités tout à fait négligeables. Je ne crois pas que le cannabis ait joué le moindre rôle dans sa mort, ni que cette drogue soit liée d'une façon ou d'une autre à l'attaque qu'il avait eue 10 semaines plus tôt. Cependant, quelque chose dans la façon dont il s'est effondré à ce moment-là me pousse à me demander s'il était atteint d'une maladie potentiellement mortelle qui n'avait pas été diagnostiquée correctement. La mort subite en épilepsie, aussi appelée SUDEP, a été reconnue officiellement en 2006. Elle est responsable du décès de 8000 Américains par an. Elle affecte le plus souvent des hommes entre 20 et 40 ans. Elle se manifeste par une crise qui cause l'arrêt des fonctions cardiaques et respiratoires, et elle est déclenchée par le manque de sommeil ou le stress. Quand Bruce s'est effondré en studio quelques semaines avant sa mort, il était stressé sans l'ombre d'un doute. Et l'attaque qui a suivi avait toutes les apparences d'une crise d'épilepsie. Ce n'était apparemment pas la première fois que cela lui arrivait. On disait qu'il avait fait des crises d'épilepsie quand il était petit. Il lui arrivait d'être agité de spasmes. Il tremblait tellement qu'on aurait cru qu'il allait sortir de son corps. Bruce Lee était-il atteint d'épilepsie non diagnostiquée? Et si oui, est-il mort suite à une crise? 25 mai 1973, Los Angeles. 8 semaines avant la mort de Bruce Lee. Suite à cette crise, Bruce se rend en Californie où il est examiné par de grands spécialistes au UCLA Medical Center. Ils essaient de déterminer ce qui a causé son effondrement soudain. Après des examens poussés, les médecins établissent que Bruce souffre de troubles convulsifs non spécifiques. On considère qu'environ 10% de la population subira ce type de crise au cours de sa vie. Ces épisodes sont souvent liés à des problèmes de santé sous-jacents, comme un taux de glycémie trop bas, par exemple. Mais le plus important, c'est qu'il ne s'agit pas d'un diagnostic d'épilepsie. Selon son entourage proche, il n'était pas épileptique. Personne ne se souvient de l'avoir vu faire une crise d'épilepsie quand il tournait ses films, ni à l'école de Kung-Fu. En fait, personne n'a jamais vu Bruce Lee faire une crise d'épilepsie à l'âge adulte. Linda Lee a toujours nié que son mari souffrait d'épilepsie. Pourtant, il y avait bien quelque chose, et ce depuis longtemps. S'il arrivait à Bruce de faire des attaques, le rapport d'enquête précise que personne ne l'a vu faire une crise d'épilepsie le soir de sa mort. Je vais donc écarter la mort subite en épilepsie et l'épilepsie, de façon générale, comme cause probable de sa mort. Mais je dois encore découvrir comment cet athlète de haut niveau, en excellente forme physique, a pu mourir si soudainement. 20 juillet 1973, 19h à Hong Kong. 4 heures avant la mort de Bruce Lee.
Bruce et son associé, Raymond Cho, sont chez l'actrice Betty Ting-pei. Ils relisent le script de leur prochain film, Le jeu de la mort, dans lequel Betty donnera la réplique à Bruce Lee. Bruce et Betty avaient une liaison ou une relation, appelez ça comme vous voulez. Mais ils n'étaient pas simplement amis. Tandis qu'il avance sur le script avec Raymond et Betty, Bruce se plaint de ne pas se sentir bien et d'être fatigué. Il boit 2 canettes de soda, mais son état ne s'améliore pas. Quand il dit qu'il a mal au crâne, Betty va lui chercher un antidouleur. Elle lui donne un comprimé d'un antidouleur vendu sur ordonnance, l'Equagesic, qui lui a été prescrit pour calmer ses angoisses. L'Equagesic contient de l'aspirine, un antidouleur associé à du méprobamate, un anxiolytique. Ce médicament était très largement prescrit aux États-Unis dans les années 1960-70. Betty Ting-pei dit ne lui avoir donné qu'un comprimé, ce qui est confirmé par le rapport de toxicologie. Mais malgré la prise de ce comprimé, la douleur augmente et Bruce va s'allonger un moment. Bruce semble endormi et Raymond Cho va rejoindre George Lazenby au restaurant. Il veut convaincre l'acteur qui a incarné James Bond de jouer dans leur film. 20h15, 3 heures avant la mort de Bruce Lee. Betty tente de réveiller Bruce, mais sans succès. Elle appelle Raymond Cho, qui est encore au restaurant, pour l'avertir qu'elle ne parvient pas à réveiller Bruce. Elle ajoute qu'elle réessaiera dans une demi-heure. Vers 21h, Betty tente à nouveau de le réveiller. Mais toujours en vain. Betty m'a raconté qu'elle avait pris peur en voyant que Bruce ne réagissait pas. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a attendu un bon moment avant de contacter qui que ce soit. Elle avait tellement peur du scandale qui risquait d'éclater si on trouvait Bruce Lee inconscient chez elle, qu'au lieu d'appeler immédiatement une ambulance, elle a appelé Raymond. Il est 21h30, 2 heures avant la mort de Bruce Lee. Raymond Cho revient chez Betty. Comme lui non plus ne parvient pas à réveiller Bruce, il appelle le médecin de Betty. On pouvait compter sur la discrétion du médecin de Betty. Ce dernier est arrivé chez elle et lui non plus n'a pas pu réveiller Bruce. Dans le dossier médical, je lis que le médecin qui a examiné Bruce Lee à ce moment-là a déclaré « Il était dans un coma profond dont on ne pouvait le réveiller. Son pouls n'était pas perceptible et le patient ne semblait pas non plus respirer. » Pour la 2e fois en 2 mois, Bruce est conduit d'urgence à l'hôpital. Le médecin fait alors un choix crucial. Il fait transporter Bruce au Queen Elizabeth Hospital plutôt qu'au Baptist Hospital où il avait été soigné après sa première crise. À 22h15, 1 heure avant sa mort, Bruce Lee est admis en urgence en salle d'opération. Malgré l'absence de signes vitaux, les médecins tentent l'impossible pour le ranimer. Aucun médecin ne voulait que l'acteur le plus célèbre de Hong Kong décède dans son hôpital sous sa responsabilité. On lui a donc prodigué des soins intensifs. On lui injecte de l'adrénaline directement dans le cœur. Mais cela n'a aucun effet. À 23h30, Bruce Lee est déclaré mort. J'ai reçu un coup de fil. On m'a dit, t'es au courant, Bruce Lee est mort.
J'ai dit, c'est pas possible. Le Bruce que je connaissais était en bonne santé, sportif, en excellente forme physique. Et il est mort. Ça m'a vraiment fait un choc. Une petite part de moi est morte avec lui parce que j'avais le plus grand respect pour son travail. D'après les indices que j'ai pu relever dans son dossier médical, je crois pouvoir affirmer que Bruce Lee était déjà mort à son arrivée à l'hôpital. Afin d'éviter un scandale, il a été annoncé au public que Bruce Lee s'était éteint chez lui, dans son jardin. Puis, la véritable histoire a fait surface, déclenchant une tempête médiatique. C'était du jamais vu. La nouvelle s'est allée en une de toute la presse de Hong Kong, sérieuse ou à scandale. Malgré la révélation de la liaison entre Bruce et Betty Ting Pei, Linda Lee restera fidèle à son époux et assistera à la cérémonie donnée en son honneur à Hong Kong, aux côtés de 25 000 fans endeuillés. Bruce a été enterré 4 jours plus tard dans la ville natale de sa femme, Seattle. Son cercueil était porté par des acteurs de renommée internationale comme Steve McQueen et James Coburn. La cause officielle de la mort de Bruce Lee est une réaction allergique à un antidouleur, l'équagésique. La réaction allergique a lieu lorsque le mécanisme de défense du corps identifie à tort un élément étranger inoffensif comme potentiellement dangereux. Le système immunitaire, confus, met alors les bouchées doubles et il relâche des substances chimiques dans le sang. Au lieu de protéger le corps, il se met alors à l'attaquer. Si ce processus n'est pas arrêté à temps, il peut entraîner la mort. Mais certains éléments me poussent à rejeter les conclusions officielles de l'enquête. Tout d'abord, on peut s'attendre à voir un gonflement des voies respiratoires supérieures si la mort a bien été causée par un édème. Mais cela n'apparaît pas sur le rapport d'autopsie. De plus, il n'est fait mention nulle part dans son dossier médical d'antécédents de réaction allergique. Je ne crois pas qu'une réaction allergique à un antidouleur puisse expliquer la mort de l'acteur. La mort soudaine de Bruce Lee à l'âge de 32 ans va avoir un retentissement mondial. La cause officielle de sa mort, d'après le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie, est une allergie à un antidouleur. Mais cette théorie a depuis été maintes fois controversée et les spéculations vont bon train. À présent, le docteur Michael Hunter va se baser sur le rapport d'autopsie et le compte-rendu de l'enquête pour tenter de découvrir ce qui s'est passé dans le corps de Bruce Lee au cours des dernières heures de sa vie. J'ai déjà écarté la thèse officielle qui dit que sa mort aurait été causée par une réaction allergique à un antidouleur. J'ai également montré que sa mort n'était pas liée à sa consommation de cannabis, ni à une crise d'épilepsie. Mais peu avant sa mort, Bruce Lee s'était plaint de violents maux de tête. Je vais donc enquêter afin de découvrir si sa mort a pu être provoquée par une rupture d'anévrisme. Une rupture d'anévrisme est la formation d'une bulle dans une artère ou l'affaiblissement de la paroi artérielle. Quand la bulle gonfle, la paroi devient de plus en plus fine et fragile. La paroi artérielle peut devenir si fine que la pression sanguine déclenche une explosion ou une fuite, provoquant un écoulement de sang dans l'espace entre la boîte crânienne et le cerveau. Peu avant de mourir, Bruce s'était plaint de maux de tête. Telling me at the time, which I got to admit I didn't take much notice of, he was getting headaches. And I was thinking, God, you look healthy. I mean, I haven't seen anybody look healthier than you. And I just dismiss it. Une rupture d'anévrisme est parfois causée par une fragilité congénitale de la paroi artérielle. Mais, et dans le cas de Bruce Lee, ce n'est pas à négliger, elle peut être la conséquence d'un traumatisme crânien. Depuis sa blessure au dos, Bruce faisait appel à une doublure pour les saltos arrière, mais il réalisait lui-même les scènes de combat. Au cours de ces scènes de combat, Bruce Lee a reçu de nombreux coups à la tête. Il s'est également souvent battu sur le tournage d'Opération Dragon, où il était constamment défié par de nouveaux adversaires. Les gens se disaient, si je parviens à battre Bruce Lee, je vais devenir une star. On va me proposer des contrats. On le défiait donc en permanence.
Souvent, les hommes forts et musclés racontent qu'on les provoque assez facilement et qu'on cherche à se battre contre eux. C'est une façon pour certains de prouver leur virilité. Alors imaginez ce que ça devait être pour Bruce Lee, qui était alors le maître en arts martiaux le plus connu au monde. Et bien sûr, les gens ne faisaient pas la distinction entre l'homme et son personnage. Donc il était en permanence sollicité, on lui lançait des défis. C'était un gros problème pour lui. De toute évidence, Bruce Lee a subi de nombreux traumatismes crâniens au cours de sa carrière. Mais ont-ils pu déclencher la formation d'un anévrisme? Un signe révélateur de la rupture d'anévrisme est une hémorragie méningée, c'est-à-dire un saignement à la surface du cerveau, situé à sa base. Mais si je regarde le rapport d'autopsie, je ne trouve aucune trace de cela. Donc, je vais écarter la rupture d'anévrisme comme cause de la mort. Cependant, plus loin dans le rapport, je lis que l'on a recherché dans le sang de Bruce Lee des traces de mercure et de plomb, deux des métaux les plus communément associés à un empoisonnement. Ceci m'incite à me poser cette question. Et si la mort de Bruce Lee était un homicide? Les mois qui ont précédé sa mort, Bruce Lee craignait de plus en plus qu'on cherche à le tuer. Les gens qui l'ont connu à la fin de sa vie disent qu'il était devenu paranoïaque. Certains disent que c'était lié à sa consommation de drogue. C'est vrai qu'il avait beaucoup changé physiquement et mentalement au moment de sa mort. Il gardait un sabre sous son lit et il s'est mis à porter un pistolet en permanence. D'après les témoignages recueillis durant l'enquête, à part des maux de tête et une certaine fatigue, Bruce Lee ne semblait pas en mauvaise santé quelques heures avant sa mort. Passer en si peu de temps d'une parfaite santé à la mort laisse penser qu'il aurait pu ingérer du poison. La question qui se pose est la suivante. Bruce Lee a-t-il été empoisonné? Et si oui, par qui? Beaucoup de gens avaient des raisons de tuer Bruce Lee. Il n'était pas tellement apprécié. Il était devenu très difficile à vivre et s'était disputé publiquement avec un certain nombre de gens. Il perdait rapidement patience. Si vous le provoquiez et qu'il se sentait menacé, il pouvait partir au quart de tour. Bruce s'était fait de puissants ennemis sur la route du succès à Hollywood. Un des premiers suspects dans la mort de Bruce Lee est Lowe, le réalisateur du film The Big Boss. Bruce Lee et Lowe s'étaient disputés et en étaient venus aux mains. Bruce avait alors sorti un couteau qu'il avait pointé contre la gorge de Lowe en menaçant de le tuer. Mais les réalisateurs mécontents n'étaient pas les seuls à lui en vouloir. Des membres de la pègre de Hong Kong auraient aussi pu être impliqués dans sa mort. À Hong Kong, la pègre avait une certaine influence dans l'industrie du cinéma. Bruce Lee s'en tenait à l'écart. Il voulait faire les choses à sa façon, être indépendant. Ce qui n'était pas du goût de la mafia. Il s'était battu avec le fils d'un membre des triades, la mafia de Hong Kong. Et il lui avait collé une bonne raclée. Bruce nous a confié que la mafia avait l'intention de se venger. Bien sûr, il faut se demander qui aurait pu vouloir le tuer. Personnellement, je préfère ne pas citer de nom parmi ces suspects potentiels pour des raisons légales. Dans les années 1990, les analyses toxicologiques étaient très basiques. Cela dit, on a envoyé des échantillons de sang et de tissus organiques de Bruce Lee à 3 laboratoires différents. Et aucun d'eux n'a relevé le moindre élément suggérant un empoisonnement. Donc, je vais écarter cette hypothèse. Après avoir analysé toutes les données médicales en ma possession, je crois avoir trouvé ce qui a pu causer la mort subite d'une personne au fait de sa forme physique. Et il apparaît que son décès pourrait être lié au glissement discal dont il a souffert 3 ans avant sa mort. Après son glissement de vertèbres, on a annoncé à Bruce Lee qu'il ne pourrait plus jamais faire de kung-fu. Les médecins de Los Angeles qui le suivaient lui ont prescrit des antidouleurs et administré un stéroïde, de la cortisone. Dans les années 1970, on connaissait mal les effets secondaires des stéroïdes
et leur usage était donc insuffisamment surveillé. Prendre trop de cortisone peut avoir des conséquences désastreuses et provoquer des crises cardiaques, des AVC et parfois même la mort. Le docteur Hunter pense avoir trouvé des preuves qui étayent sa théorie. Il existe des signes révélateurs d'une trop grande consommation de cortisone. Tout d'abord, une transpiration excessive. Parfois, des patients sous cortisone se font retirer les glandes sudoripares. C'est une opération assez rare, mais cohérente dans ce cadre-là. Dans son dossier médical, je vois qu'en novembre 1972, Bruce Lee a subi une opération visant à retirer ses glandes sudoripares. Bruce Lee a également perdu beaucoup de poids quelques mois avant son décès, ce qui est un autre signe révélateur d'un abus de cortisone. Quand il a été ausculté par les médecins à Los Angeles suite à sa première crise, Bruce leur a dit qu'il était stressé et dormait mal. Il leur révéla aussi qu'il avait perdu l'appétit. À ce moment-là, il ne pesait que 56 kilos, ce qui préoccupait les médecins. À l'époque, son indice de masse graisseuse était de 1%, c'est-à-dire qu'il n'avait que du muscle. Pour remédier à son manque d'appétit et reprendre du poids, Bruce buvait des boissons hyperprotéinées que lui préparait sa femme Linda. Il buvait du sang de bœuf, des verres entiers de sang de bœuf, parfois pur, parfois mélangé avec du lait, parce qu'il pensait que cette boisson riche en vitamines et en minéraux lui faisait du bien. Sa perte d'appétit et de poids cadre tout à fait avec un abus de cortisone. Bruce a subi deux autres effets secondaires liés à ce traitement, les maux de tête et un changement de carnation. La cortisone dilate les vaisseaux sanguins, ce qui cause des rougeurs au visage. Quand on regarde Opération Dragon, on voit bien que son teint n'est plus le même. Il est un peu rougeau. Charles Lowe, un caméraman qui a travaillé sur ce film, m'a dit que ce changement de carnation l'inquiétait. Un autre effet secondaire de la cortisone, ce sont les pertes de mémoire. Et Bruce en souffrait également. Il répétait la même histoire à la même personne, encore et encore, en oubliant qu'il l'avait déjà fait. Et il devenait de plus en plus irritable. Il s'était disputé et parfois battu avec des membres de l'équipe de tournage. Marie Ayé, une actrice, a raconté qu'il venait de s'acheter une Mercedes et que toutes les 20 minutes, il sortait une photo de cette voiture parce qu'il avait oublié qu'il l'avait déjà montrée à tout le monde. Il se répétait beaucoup. À cause de sa blessure au dos, Bruce Lee s'est mis à prendre de la cortisone 3 ans avant sa mort. Et ces différents éléments prouvent qu'il n'a jamais arrêté. Or, un usage continu pendant 3 ans peut avoir un effet délétère sur le corps. La cortisone est une des principales hormones produites par les glandes surrénales. Elle sert à réguler la pression sanguine et la concentration en sels minéraux dans les fluides corporels. Un abus de cortisone inhibe les glandes adrénales, causant une insuffisance surrénalienne. Dans certains cas extrêmes, les reins ne parviennent plus à réguler l'équilibre entre l'eau et les sels minéraux, causant une chute de la pression et du volume sanguin, ce qui peut mener à un arrêt cardiaque et à la mort. Et c'est ce qu'on appelle une crise surrénale ou addisonienne. Quand la crise a débuté, son système cardiovasculaire a commencé à s'effondrer. Sa température corporelle a grimpé et il a bu 2 sodas pour se rafraîchir. Ceci a provoqué un déséquilibre des fluides dans ses tissus corporels, rapidement saturés en eau. Quand ses maux de tête se sont déclenchés, il a pris un équagésique. Puis, il est allé s'allonger. Son système cardiovasculaire continuait à s'effondrer tandis que le déséquilibre entre l'eau et les sels minéraux dans son organisme s'accentuait. La crise est survenue peu de temps après. Sa circulation sanguine a cessé. Puis, Bruce a été frappé par un édème cérébral avant de tomber dans un coma mortel.
Après avoir examiné le rapport d'autopsie et toutes les informations médicales à ma disposition, je suis convaincu que la mort de Bruce Lee a été causée par une crise surrénale. S'il a survécu à une crise identique seulement 10 semaines plus tôt, c'est parce que ce jour-là, les médecins lui ont administré un médicament qui a contrebalancé les effets de la réhydratation déclenchée par la crise surrénale. Quoi qu'il en soit, bien que Bruce Lee soit mort des suites d'une crise surrénale probablement provoquée par ses excès de cortisone, je crois que ce qui l'a tué, c'est avant tout sa recherche permanente de la perfection et son ambition démesurée. Ses débuts difficiles dans la vie, d'un point de vue physique, l'ont poussé à suivre un chemin exigeant pour se prouver à lui-même et au monde entier qu'il était non seulement un homme, mais aussi l'incarnation suprême de la virilité. On devrait se souvenir de Bruce Lee comme d'un homme qui a été capable de se métamorphoser entièrement, et ce faisant de changer la face du monde. Pour les jeunes qui ont un rêve, il est un exemple à suivre encore aujourd'hui. Il a prouvé que même si on est petit, qu'on croit avoir des handicaps à surmonter, ce ne sont jamais que des étapes à franchir avant d'accomplir ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié Bruce Lee. Chaque fois dans un film qu'un acteur pousse un cri ou saute dans les airs, on se dit « Waouh, c'est impressionnant !» Mais ce n'est qu'une imitation de Bruce.